Allez, à nouveau parmi vous pour la dernière partie de notre émission. Vous le disiez, le ministère du Tourisme et des Antiquités a organisé donc un événement au musée égyptien de Tahrir pour célébrer la journée mondiale du tourisme avec la participation de la Foire du Livre. Et nous a rejoint pour parler de cet événement Dr Ola Oghezi, professeur de l'égyptien ancien, également ancienne doyenne de la faculté d'archéologie à l'Université du Caire. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir parmi nous au téléphone, surtout que c'est un petit peu votre célébration à vous aussi, en quelque sorte, puisque Oui, certainement, s'il n'y aurait oui. pas eu, il y a 200 ans, ce déchiffrement, on n'aurait pas eu cette avancée-là aussi rapide, n'est-ce pas? Oui, certainement. C'était une belle occasion de fêter la journée internationale des musées et aussi en même temps le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes. Le musée égyptien a fait une grande célébration. C'était une occasion pour fêter aussi l'inauguration de certaines salles, nouvelles salles du musée. La salle du trésor de Tanis et une salle d'exposition des premiers objets qui sont entrés au musée du musée de Boulak, qui ont été transférés du musée de Boulak au musée égyptien au temps de Mariette. Et donc, c'était de belles salles à voir à cette occasion. Et c'est vraiment le ministère du Tourisme et des Antiquités était présenté par monsieur le ministre Dr Ahmed Aïssa et le ministre de l'Aviation, les ambassadeurs de différents pays, les directeurs des institutions des instituts d'archéologie en Égypte, tels l'Institut français, l'Institut allemand, l'Institut belge, l'Institut suisse, tous les instituts, les directeurs des instituts étaient là. À cette occasion aussi, on a eu un dîner superbe et une équipe de chanteurs qui ont aussi éveillé ou bien Oui. Docteur Ola, bonjour. agréable. Oui, Docteur Ola, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette découverte du sens des signes de la langue hiéroglyphe par Champollion en 1822, est-ce que vous pensez que c'est une nouvelle ère de l'histoire qui s'ouvre les portes de la caverne d'Ali Baba, un trésor incroyable? Le fait que le déchiffrement des hiéroglyphes s'est passé en 1822, la déclaration, l'annonce de la découverte ou du déchiffrement le 17 septembre 1822 par Champollion dans sa lettre à M. Dacier, c'était, on a dit, c'est la naissance de l'égyptologie. C'est considéré comme la naissance de l'égyptologie. Les recherches en égyptologie ne cessent pas parce que les découvertes sont toujours nouvelles. Il y a toujours de nouvelles découvertes. Chaque découverte donne de nouveaux renseignements sur l'histoire égyptienne, sur l'art égyptien et ainsi de suite. Donc, les recherches en égyptologie ne cessent jamais. Et pour Champollion, certainement, c'était on l'appelait le géant, même l'Égyptien, tellement il aimait l'Égypte. Et ce qu'il a fait est un travail vraiment spectaculaire en son temps et à son âge. Il a commencé à travailler sur l'égyptologie à l'âge de 14 ans et il a pris 10 ans pour arriver à ses conclusions sur la prière de Cosette. Ou bien un peu moins, mais 10 ans aussi, il a fait un livre de grammaire exceptionnel. Donc, on lui doit beaucoup en égyptologie.
Mais justement, qu'est-ce qu'il avait de plus pour que ce soit lui qui arrive à déchiffrer? Parce que certainement, les hiéroglyphes ont attiré énormément de personnes. L'égyptomanie, déjà le terme est apparu au XVIe siècle, donc bien avant Champollion. Et les hiéroglyphes, on les voit dans les temples depuis des années et des années et des siècles avant lui. Mais c'est vrai que c'est lui qui a eu la chance d'avoir son nom inscrit dans les annales d'histoire comme celui qui a réussi à déchiffrer les hiéroglyphes. Mais qu'est-ce qu'il avait de plus qu'aux autres qui ont essayé avant lui? Effectivement, il y a plusieurs qui ont commencé avant lui de plusieurs années, peut-être un siècle avant lui, puisque les obélisques égyptiennes se trouvaient à Rome depuis le XVe siècle, et que tout le monde copiait les textes hiéroglyphes qui se trouvaient sur ces obélisques et essayait de comprendre ce qui était écrit. Donc, il y avait beaucoup de savants qui ont commencé leur travail sur le déchiffrement des hiéroglyphes. Il y en a qui sont arrivés à certaines conclusions, certainement, pas mauvaises conclusions, mais bonnes conclusions, et ce sont ces conclusions-là qui ont aidé aussi Champollion. Champollion n'a pas travaillé de zéro. Il a bien lu les découvertes précédentes et ainsi de suite, mais ce que il a réussi à faire, qui a vraiment donné le résultat final, c'est le système d'acrophonie qu'il a remarqué, c'est-à-dire que le mot qui commence par une lettre, cette lettre-là devrait être la phonétique la première lettre du mot, c'est la phonétique du signe. Donc ça a beaucoup aidé à comprendre, à lire un grand nombre de mots en hiéroglyphes. Le fait aussi qu'il ait remarqué que les noms des Ptolémées, des rois Ptolémées et romains étaient écrits alphabétiquement, de manière alphabétique, c'est-à-dire des sons unitaires. Tandis que les noms des rois Ramsès, Hatshepsut et Toutmose, et ainsi de suite, étaient écrits avec des idéogrammes en plus de signes phonétiques qui avaient plusieurs valeurs. Un seul signe qui pouvait avoir 3 valeurs phonétiques. Donc, lorsqu'il a remarqué ces différences-là, ça a aussi aidé à comprendre la lecture de la pierre de Rosette finale, la lecture finale. Il faut dire aussi qu'il avait été aidé par les autres langues qu'il avait appris, parce qu'il a appris le copte. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire justement. Il a appris le copte, il connaissait l'arabe, l'hébreu, le latin et le grec certainement. Et donc toutes ces langues de la région l'ont aidé à comprendre le système, la langue ancienne égyptienne. Donc, même dans son livre de grammaire, il avait le mot hiéroglyphe, le signe hiéroglyphe, et en même temps le signe hiératique et le mot en copte et le mot en grec. Donc toutes ces langues-là ont beaucoup, ils les connaissaient bien, et c'est ça qui a aidé à finalement arriver à cette conclusion. La lettre à M. Dacier montre que, il n'a pas cessé de faire des modifications à ses lectures jusqu'à à la fin 1828, il a envoyé une lettre à M. Dacier de la Nubie, parce qu'il était en croisière en Égypte jusqu'à Wadi Halfa, et de là-bas, il a envoyé sa dernière lettre à M. Dacier disant que notre hiéroglyphe est bon, c'est fini, il n'y a plus de modifications à faire, et c'est là qu'il avait terminé son travail sur la pierre de Cosette. Alors là, je vais vous poser une question académique en tant qu'ancienne doyenne de la faculté d'archéologie à l'université du Caire, et même en tant que professeur de langue. Aujourd'hui, on voit en Europe, on enseigne les langues mortes en option, telles que le latin, le grec. Pourquoi l'égyptien ancien n'a pas été une option ou n'est pas une option ici au collège? En Égypte? Oui. Oui, j'espère que ça arrivera un jour, parce que je pense, j'ai beaucoup demandé ceci. Au moins des petites, la connaissance de l'alphabet, des signes, comment qu'ils
se présente, comment est-ce que les mots sont écrits et de quelle direction la langue ancienne égyptienne est écrite. Tout ça devrait être enseigné aux écoles chez nous. Ça, c'est très important. Moi, j'ai de tout temps demandé, revendiqué que la langue ancienne égyptienne soit apprise aux écoles et en même temps, dans les universités, l'histoire égyptienne ou la civilisation égyptienne devrait être enseignée dans toutes les facultés de l'université afin que tout le monde sache l'histoire de son pays. Okay. Docteur Ola, une autre question. Est-ce que vous êtes pour la récupération de la pierre de Rosette du British Museum en Angleterre ou comment estimez-vous ce sujet? Je ne sais pas. Enfin, certainement, j'aurais aimé qu'elle soit là. J'aurais aimé qu'on nous la donne. Nous, je sais que ce sont des choses difficiles à demander ou bien même je sais pas, je trouve ça un peu difficile, donc je n'essaie pas de m'y mettre dans cette pétition-là. Parce que, oui, si on va au British Museum et on voit le nombre de personnes devant la pierre de Rosette, ça nous suffit pour l'Égypte de faire comprendre à tout le monde de la civilisation égyptienne. Justement, dans la ville de Rosette, il y a une réplique de la pierre de Rosette. Bon, une réplique bien évidemment moins importante et moins belle que l'original, mais il y a une réplique et on a toute l'histoire donc du déchiffrement de la pierre de Rosette. Mais c'est vrai que qui de nous, en tant qu'Égyptiens, est au courant de son emplacement, de la zone de ce musée, de l'importance historique de ce musée. Et là encore, on a besoin de beaucoup travailler sur la promotion du tourisme et des villes, des très belles villes que nous avons, parce que c'est vrai que moi, par pur hasard, j'ai eu la chance de visiter cet endroit, et c'est vrai qu'il est assez abandonné par rapport aux autres sites touristiques. J'espère que le ministère du Tourisme puisse faire un peu développer un peu cette région, oui. Mais il faut comprendre aussi que la pierre de Rosette s'appelle la pierre de Rosette, mais elle n'était pas Rosette. Oui, c'est vrai. Tout au début, c'était une pierre, c'était une stèle qui était dans les temples, qui était à l'entrée des temples à ce moment-là, peut-être à Alexandrie, peut-être dans toutes les villes d'Égypte aussi, pour annoncer au peuple que les prêtres faisaient à remercier le roi Ptolémée parce qu'il leur a fait beaucoup il a diminué les taxes qu'ils devaient payer, il a fait beaucoup de bonnes choses aux prêtres dans les temples. Donc, cette stèle était une déclaration de ceci et elle était posée à l'entrée des temples. Elle n'était pas à Rosette. Et justement, elle était retrouvée à Rosette, elle était remployée dans un monument. C'est-à-dire que la personne qui l'a employée pour construire un mur, il ne connaissait pas sa valeur. C'est par pur hasard qu'on l'a retrouvée. C'est une très belle occasion donc de rappeler l'histoire de l'appellation pierre de Rosette. Certainement, certainement. Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord et j'espère que le ministère du Tourisme le fera. Docteur Ola Ghazi, merci à vous d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes professeur de langue de l'égyptien ancien et vous étiez également doyenne à la faculté d'archéologie à l'Université du Caire. Merci à vous pour toutes ces précisions, donc à l'occasion des 200 ans du déchiffrement des hiéroglyphes donc sur la pierre Rosette. Merci à vous. C'est ainsi donc que prend fin malheureusement cette édition. Merci à toi, Samer. Merci, Noah. Merci, chers téléspectateurs, et bonne suite de programme. Au revoir.